Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la suite du chapitre 3, l'impôt sur les sociétés. Donc, comme on avait vu en généralité, donc dans les phases en matière d'imposition, nous arrivons à la deuxième phase qui est la détermination de la base imposable. En matière d'impôt sur les sociétés, on va parler de ce qu'on appelle le résultat fiscal. Donc, c'est ça la base imposable en matière d'IS. Pour ce faire, on est obligé d'analyser ce qu'on appelle les charges déductibles et les produits imposables. On va découvrir cela dans ce qui suit. Donc, selon le Code général des impôts, eh bien, dans le cadre général, le résultat fiscal de chaque exercice comptable d'une entreprise est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges. Quand on dit excédent des produits, c'est les charges, donc il y a une soustraction produit moins charges. Engagé ou supporté pour les besoins de l'activité imposable. Remarquez bien, on parle uniquement d'activité imposable en application de la législation, de la réglementation comptable en vigueur. Modifier le cas échéant conformément justement à la législation et à la réglementation fiscale. Donc, d'abord, on parle de réglementation comptable. On ne peut pas parler de résultat fiscal qui ne respecte pas la réglementation comptable. Donc, déjà, il faut que la comptabilité soit correcte. Et deuxième condition, il faut respecter la réglementation fiscale. Il y a certains éléments dans la comptabilité qui sont comptabilisés, mais qui ne sont pas admis fiscalement, donc qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc la formule générale, vous savez très bien, et on avait vu, rappelez-vous, en semestre, ces choses qu'on apprend en semestre 1, comptabilité financière ou comptabilité générale, en matière de CPC ou le calcul du résultat d'une entreprise. Vous savez très bien que le résultat comptable égale les produits comptabilisés moins les charges comptabilisées. Quand je détermine bien évidemment le résultat comptable, eh bien en respectant le principe de spécialisation des exercices. Je ne prends que les produits réellement de l'exercice, moins les charges réellement affectées à cet exercice. Très bien. Produits comptabilisés, il faut savoir que dans les produits comptabilisés, il y a une partie qu'on appelle produits imposables, ça veut dire qui sont conformes à la réglementation fiscale, et il y a des produits non imposables qui sont des éléments qui ne convergent pas vers la réglementation fiscale et qu'on n'admet pas en fiscalité. Les charges comptabilisées de même. Dans les charges comptabilisées par l'entreprise, il y a des charges qu'on appelle des charges imposables, ce qu'on appelle aussi déductibles, et des charges non imposables qui ne sont pas acceptées en fiscalité. Donc, je retiens toujours la même formule. Et nous arrivons à décortiquer donc la formule du résultat comptable pour dire que le résultat comptable il est égal au produit imposable plus les produits non imposables, moins les charges déductibles, moins les charges non déductibles. Vous avez remarqué. Donc, on a deux types de charges, deux types de produits en matière de résultat comptable. Donc, remarquez bien, là, je suis en train je suis toujours dans la formule du résultat comptable. Eh bien, il faut savoir que le résultat fiscal, voilà la différence. Eh bien, le résultat fiscal, je ne prends que les produits imposables, moins que les charges déductibles. Donc, je n'ai rien à faire avec les produits non imposables parce qu'ils ne sont pas admis en fiscalité et je n'ai rien à faire avec les charges non déductibles qui ne sont pas acceptées en fiscalité. Donc, je récapitule, le résultat fiscal égale les produits imposables moins les charges déductibles. Eh bien, remarquez bien, si je suis en train de la donnée ou les données dont je dispose, eh bien, c'est le résultat comptable. Et moi, j'ai besoin du résultat fiscal. Donc, remarquez bien, si je prends les deux formules, résultat comptable égale produit imposable plus produit non imposable moins charge déductible moins charge non déductible. Et je prends également la deuxième formule, résultat fiscal égale produit imposable moins charge déductible. Je peux déduire la relation entre résultat comptable et résultat fiscal. Résultat comptable égale le résultat fiscal plus les produits non imposables moins les charges non déductibles. D'accord? Et je peux échanger pour dire que le résultat fiscal égale résultat comptable moins les produits non imposables plus les charges non déductibles.
Eh bien, les produits non imposables, c'est ce qu'on appelle les déductions. Les charges non déductibles, c'est ce qu'on appelle les réintégrations, parce que je vais les rajouter. Réintégrer quelque chose, c'est la rajouter. Et donc, le résultat fiscal égale le résultat comptable moins l'ensemble des déductions plus l'ensemble des réintégrations. Et c'est ce qui fait l'objet de ce qu'on appelle le tableau de passage. Donc, c'est un tableau qui fait partie des documents dans la liasse comptable et fiscale d'une entreprise. On retrouve justement le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Dans ce tableau, on retrouve le résultat comptable, on retrouve la colonne déduction et on retrouve la colonne réintégration pour obtenir le résultat fiscal. Donc maintenant, grâce à cette formule, résultat fiscal égale résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions, la question qui se pose, c'est quels sont les produits imposables et quelles sont les charges déductibles? Autrement dit, les réintégrations, il va s'agir de charges qui ne sont pas déductibles, n'est-ce pas? Ça, on l'a vu dans la formule. Toutes les charges qui ne sont pas déductibles, je vais les rajouter, d'accord, pour avoir le résultat fiscal. Ou bien je peux avoir comme réintégration des produits qui sont imposables mais qui n'ont pas été comptabilisés. N'est-ce pas? N'oubliez pas, le résultat fiscal, il doit obligatoirement, première condition, respecter la réglementation comptable. Donc, si jamais le comptable de l'entreprise oublie la comptabilisation de produits qui sont admis fiscalement, eh bien, moi, au moment du calcul de mon résultat fiscal, il faut que je corrige mon résultat en réintégrant les produits imposables qui n'ont pas été comptabilisés. Donc, j'ai deux cas en matière de réintégration. Soit il va s'agir de charges non déductibles ou bien produits imposables non comptabilisés. Pour le cas des déductions, eh bien, ça va être l'inverse. Soit il va s'agir de produits non imposables, des produits qui ont été comptabilisés, mais moi, au moment du calcul de mon résultat fiscal, il faut que je les enlève, donc je fais la déduction des produits non imposables, ou bien il va s'agir de charges qui sont déductibles, non comptabilisées, que l'entreprise a omis ou a oublié d'enregistrer. Donc voilà les cas de figure qu'on peut rencontrer au moment de la détermination de notre base imposable ou ce qu'on appelle le résultat fiscal. Pour ce faire, on va devoir analyser quelles sont les charges déductibles et analyser quels sont les produits imposables. On commence par l'analyse des charges déductibles. Il y a des conditions générales de déductibilité des charges qu'il faut retenir et par la suite, on va voir des conditions particulières à chaque type de charge. Les conditions générales, eh bien d'abord, il faut que, et là, vous allez remarquer, les conditions générales respectent la réglementation comptable d'abord. Donc, ils répondent à la condition de concordance avec la réglementation fiscale. Donc, d'abord, être rattaché à la gestion de l'entreprise et lié à son exploitation, c'est évident. Sinon, il n'y a même pas lieu de comptabiliser cette charge, n'est-ce pas? Donc, il faut que la charge soit rattachée à l'exploitation ou à l'activité de l'entreprise. Deuxième condition, il faut que cette charge soit la traduction d'une diminution du patrimoine. Bien sûr. Donc, quand je dis diminution du patrimoine, il s'agit d'une dépense liée bien évidemment à l'activité et que cette dépense soit traduite par une diminution du patrimoine de l'entreprise. Troisième condition, il faut que cette dépense ou cette charge soit effective et réelle et appuyée par une pièce justificative. N'est-ce pas? Donc, chaque fois, déjà en comptabilité, je n'ai pas le droit de comptabiliser une charge en l'absence de pièce justificative. N'est-ce pas? Et puis, il faut que la charge soit enregistrée en comptabilité, ça c'est évident. Si elle n'est pas enregistrée en comptabilité, on est dans le cas, d'accord? On est dans le cas de charges déductibles non comptabilisées, donc il faut déduire. Et une autre condition générale de déductibilité, il faut que la charge soit rattachée à l'exercice pour lequel le résultat est rattaché. Et ça revient justement au respect du principe de séparation des exercices ou la spécialisation des exercices. Donc, vous avez remarqué,
toutes ces conditions qu'on appelle générales, c'est des conditions qui sont d'ordre comptable. Donc, on vérifie qu'on respecte bien la réglementation comptable en premier lieu. Ensuite, on va analyser les charges une par une et on va voir quelques conditions particulières. D'abord, je vais commencer par les achats. Donc, premier poste qu'on retrouve dans le plan comptable en matière de charges, c'est les achats de matières premières, de marchandises, de fournitures, etc. Eh bien, les achats doivent être comptabilisés pendant l'exercice dès leur réception, même si la facture n'a pas été reçue. Et leur prix n'a pas été payé au cours de l'exercice. Donc, le fait générateur en matière de fiscalité, pour ce qui est des achats, c'est justement la réception des achats. Je peux avoir une livraison de matières premières, une livraison de marchandises, même si je ne reçois pas la facture, on admet qu'il y a eu transfert de propriété, que l'entreprise dispose des marchandises ou des matières, donc elle est propriétaire, donc je peux parler de rattachement de la charge à l'entreprise, même si la facture n'est pas encore parvenue. D'accord? Donc, dès qu'il y a réception, je constate ma charge, je comptabilise ma charge, je vais la comptabiliser bien évidemment. Rappelez-vous, en matière comptable, quand il s'agit d'un achat, même si la facture n'est pas parvenue, c'est des écritures de régularisation des charges, eh bien, on enregistre la charge telle qu'elle, avec en contrepartie fournisseur facture non encore parvenue, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de ce cas dont on parle. Et même si le prix n'a pas été payé, ça veut dire je reçois une marchandise, peu importe les modalités de règlement, même si la marchandise n'a pas été réglée, dès que je la reçois, je la considère comme charge déductible. Donc, c'est une charge qui est déductible dans mon résultat fiscal. Pour ce qui est deuxième condition particulière, pour le cas des achats importés, eh bien, le coût comptabilisé comprend le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat. Rappelez-vous, on avait vu ça en semestre 5, en matière d'évaluation des immobilisations acquises, acquises à l'étranger ou ce qu'on appelle les achats importés ou les acquisitions importées. Eh bien, le coût comptabilisé comprend le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat, qui sont les frais de douane, les frais de transport, les frais d'assurance, de transit, etc. Ça, vous connaissez. Donc, il ne faut pas oublier que dans la charge, quand j'achète des matières ou des marchandises à l'étranger, eh bien, le coût de ces achats doit être, il faut faire attention à la valeur de ces achats. Donc, la valeur, quand je dis valeur des achats, je parle du montant de la charge. Eh bien, le montant de la charge doit correspondre au montant total, qui est le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat. Très bien. Nous arrivons donc à un cas, je prends un cas pour justement illustrer ces conditions particulières en matière d'achat. On vous dit qu'une société a réalisé durant l'exercice 2005 un bénéfice comptable avant impôt de 240 000 dirhams. Les produits comptabilisés et non imposables s'élèvent à 40 000. Donc, il s'agit de produits comptabilisés et non imposables. Et donc, il s'agit de l'ensemble des déductions. C'est des produits qui sont comptabilisés, mais qui sont non imposables. Donc, je vais déduire 40 000. C'est clair. Parmi les achats, on soumet à votre appréciation les éléments suivants. Donc, on va analyser un ensemble d'achats. Marchandises reçues non encore payées à la fin de l'exercice, 120 000 dirhams. Avance sur marchandises non encore reçues à la fin de l'exercice, 10 000. Marchandises reçues, facture non parvenue, 30 000. Fourniture de bureau dont 30% non encore consommée, 10 000. Importation de matières premières, 50 000. Droit de douane sur les matières premières importées, 20 000. Droit de douane sur importation de matériel de production, 40 000. Achat d'un micro-ordinateur pour les besoins du bureau, 6 000. On va analyser la correction ensemble. Eh bien, on va démarrer dans notre tableau, c'est ce qu'on appelle le tableau de passage. On a les éléments comptabilisés.
les réintégrations, les déductions, et on va mettre une colonne à côté pour justifier. Il faut savoir que le tableau qui se trouve dans la liasse fiscale, il n'y a pas la colonne justification, bien évidemment. Mais vous, dans le cadre pédagogique, vous êtes censé rajouter cette colonne pour montrer justement comment vous justifiez votre réintégration ou bien votre déduction. Donc ça, c'est obligatoire. En matière de tableau de passage, de calcul du résultat, il faut absolument respecter donc cette présentation que vous voyez là. Premier élément, donc on va mettre notre résultat comptable avant impôt. Parce que pour obtenir le résultat fiscal, je vais démarrer par le résultat comptable, rajouter des réintégrations et faire les déductions pour obtenir donc mon résultat. Donc le résultat comptable, il est de 240 000. Les produits comptabilisés et non imposables, on a dit, c'est ce qui fait l'ensemble de mes déductions. On va les mettre dans les déductions, 40 000. Et on va commencer par apprécier les charges. Première charge comptabilisée, marchandises reçues non encore payées à la fin de l'exercice. Donc, il s'agit de marchandises reçues, mais qui n'ont pas encore été payées à la fin de l'exercice. Et rappelez-vous, en conditions particulières, on retient la réception, peu importe que le règlement soit fait ou pas, et peu importe que la pièce justificative soit reçue ou pas. Donc, il s'agit d'une charge effective de l'exercice. Je ne fais aucune rectification. Donc, c'est une charge comptabilisée déductible. Donc, il n'y a pas de rectification à faire. Deuxième élément de charge, on a une avance sur marchandises non encore reçues à la fin de l'exercice. Avance sur marchandises non encore reçues. Donc, à votre avis, donc là, vous voyez, il s'agit de réintégration. Ça signifie qu'il s'agit de charges non déductibles. Mais la raison ou la justification de la charge déductible, attention, c'est pas que les marchandises n'ont pas encore été reçues, mais c'est d'abord qu'il s'agit d'une avance. Et on sait très bien que l'avance, ce n'est pas une charge. Quand je reçois une avance, d'accord, quand je reçois une avance, il s'agit d'une dette. Quand je paie une avance, il s'agit d'une créance. Donc, rappelez-vous, en matière d'avance, fournisseur avancé à compte, c'est le compte 3411, n'est-ce pas? Ou quand il s'agit client avancé à compte, c'est le 44 21. Donc, on est dans la classe 4 et dans la classe 3. On n'est pas dans la classe 6. Attention, donc faire attention toujours en matière d'avance. Les avances ne sont pas des charges. Les avances payées ne sont pas des charges. Donc, il s'agit d'une charge non déductible parce que la réception n'a pas eu lieu, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est que l'avance est une créance et non une charge. Ça, c'est essentiel. Nous arrivons aux marchandises reçues, factures non parvenues. Donc, marchandises, on les a reçues, factures non parvenues, donc ce n'est pas une condition. Donc, il s'agit de charges comptabilisées déductibles. Donc, je ne fais aucune rectification. Donc, les marchandises ont bien été reçues, il n'y a pas de problème, cette charge comptabilisée, elle est admise fiscalement. Je ne fais aucune rectification. Parce que les critères de rattachement est la réception et non la facturation. Donc, je ne fais aucune rectification. On a les fournitures de bureau dont 30% non encore consommées. Donc, remarquez bien, les achats de fournitures de bureau, on a réintégré le montant de 30% qui est de 3000 dirhams, tout simplement parce que ce qui importe, c'est le rattachement de la charge à l'exercice. Ce qui importe est la consommation et non l'achat. Il faut réintégrer 3000 qui est une charge de l'exercice suivant. J'ai acheté des fournitures et j'ai pas consommé ces fournitures. Quand est-ce que je vais les consommer? Je vais les consommer l'exercice suivant. Donc, j'ai toujours en stock des fournitures de bureau. Eh bien, ce n'est pas une charge qui est rattachée à l'exercice en cours. C'est une charge qui va être relative à l'exercice suivant. Je réintègre les 3000 dirhams. Nous arrivons charge suivante, importation de matières premières. Donc, on a dit les matières premières importées, c'est une charge déductible, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention uniquement aux frais accessoires si jamais j'ai des informations sur les frais accessoires. Droits de douane sur matières premières importées. Voilà, donc les droits de douane sur les matières premières importées. Les droits de douane, on a dit, c'est des frais accessoires d'achat qui se rajoutent au prix des matières premières importées. Donc, c'est une charge également déductible. Donc, puisque ça a été comptabilisé comme charge déductible,
Parce qu'on a dit parmi les charges comptabilisées, il y a les droits de douane. Donc ça a été comptabilisé, aucun problème, c'est une charge totalement déductible, je ne fais pas de rectification. Par contre, dans les charges comptabilisées, j'ai des droits de douane sur importation de matériel de production. Donc c'est ce qu'on avait vu ensemble en semestre 5. Donc il s'agit d'une immobilisation. On a acheté une immobilisation et on a payé des droits de douane. Est-ce que l'immobilisation, c'est une charge? Non. L'acquisition d'une immobilisation relève de la classe 2. C'est un élément d'actif, n'est-ce pas? Ce n'est pas un élément de charge. Donc, automatiquement, les droits de douane vont venir augmenter la valeur de l'immobilisation. Donc, ils vont s'ajouter donc, à la classe 2. Donc, il ne s'agit pas d'une charge déductible, mais il s'agit d'une charge non déductible qu'il faut absolument réintégrer pour 40 000. Donc, les droits de douane ne constituent pas de charge parce qu'ils sont liés à une immobilisation. L'immobilisation, c'est elle-même, elle n'est pas une charge. Et puis, on a l'achat d'un micro-ordinateur pour les besoins du bureau. L'achat d'un micro-ordinateur, on est dans le même cas. Un micro-ordinateur, c'est du matériel informatique. C'est une immobilisation corporelle. Ce n'est pas une charge. Donc, je dois réintégrer 6 000 dirhams. Il s'agit d'une immobilisation et non une charge. D'accord? Nous continuons en analyse des charges déductibles. Donc, deuxième catégorie de charges qu'on peut retrouver dans les charges externes, les autres charges externes, le compte 613, on a les frais de personnel, tout ce qui est lié au personnel. Eh bien, les rémunérations directes et indirectes doivent correspondre à un travail effectif, bien sûr. Quand je dis qu'une personne reçoit un salaire, eh bien, ça doit être la contrepartie d'un travail effectif. Je ne peux pas admettre comme charge déductible le salaire d'une personne qui ne fait aucun travail au sein de l'entreprise. N'est-ce pas? Si j'ai un directeur général, j'ai son fils qui reçoit un salaire de 4 000 dirhams, n'est-ce pas? Même en comptabilité, ce n'est pas admis, mais moi je parle de l'aspect fiscal. Eh bien, en fiscalité, je ne peux pas admettre comme charge déductible le salaire du fils du directeur général qui ne travaille pas au sein de l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, on parle de travail effectif. On retrouve les salaires, on retrouve les indemnités, les primes à caractère obligatoire comme la prime d'ancienneté, les avantages en nature et en argent, les charges sociales patronales, attention, je ne vais pas inclure les charges sociales salariales parce que c'est des charges qui sont à la charge du salarié et non pas à la charge de l'entreprise. Donc, je ne prends que les charges sociales patronales. Le compte 617. Et puis, j'arrive au troisième élément qui sont les impôts et taxes, le poste 616. On peut retrouver la taxe professionnelle, la taxe urbaine, les vignettes des véhicules, c'est les vignettes pour l'utilisation des voitures, les droits d'enregistrement et les droits de douane. L'exception en matière d'impôts et taxes, eh bien, l'IS, bien sûr, ce n'est pas une charge déductible. La TVA, ce n'est pas une charge déductible. On ne peut pas imposer un impôt. Et puis, surtout, les amendes, pénalités et majorations liées aux impôts, ce ne sont pas des charges déductibles. Donc, les pénalités, amendes, tout ça, on les retrouve dans les charges non courantes, n'est-ce pas? Si vous revoyez votre plan comptable, eh bien, tout ce qui est amende, pénalité, majoration de retard, c'est des charges non courantes qui ne sont pas admis en fiscalité. Donc, il s'agit de charges non déductibles. Donc, si jamais ces charges sont comptabilisées par l'entreprise, ce qui se fait généralement parce que c'est une charge non courante, le plan comptable prévoit la comptabilisation des charges non courantes. Eh bien, si jamais c'est comptabilisé, je dois faire attention au moment du calcul de mon résultat fiscal de réintégrer ces charges non courantes, de réintégrer tout ce qui est pénalité, majoration, amende parce que ce n'est pas admis fiscalement. On va illustrer cela par un deuxième cas. On prend une société qui réalise en 2005 un résultat comptable négatif de 120 000 dirhams, donc il s'agit d'un déficit. Les produits comptabilisés et non imposables s'élèvent à 100 000 dirhams, donc on est dans l'ensemble total des déductions. Les charges comptabilisées comprennent les éléments suivants. Salaire de l'épouse du gérant qui réalise un travail effectif, salaire de secrétaire qui n'exerce aucune fonction au sein de l'entreprise, salaire d'un employé non déclaré,
frais de formation à l'étranger des cadres dans l'entreprise, cotisation sociale patronale des retraités CIMR de l'entreprise, droit d'enregistrement relatif à l'acquisition du terrain, pénalité fiscale, majoration de retard de paiement de la taxe urbaine, pénalité relative au non-respect de la réglementation des prix. Et on va voir la correction ensemble. Donc, premier élément, bénéfice comptable avant impôt, il s'agit d'un déficit. Faites attention. Puisqu'il s'agit d'un déficit, je vais le mettre dans la colonne déduction. Si jamais vous le mettez dans la colonne réintégration, il ne faut pas oublier de rajouter le moins. Parce que quand vous allez calculer total réintégration moins total des déductions, il faut faire attention. Donc, il s'agit d'un bénéfice, je le mets côté déduction. Produit comptabilisé et non imposable, donc on avait 100 000. Et je commence à analyser mes charges. J'ai un salaire de l'épouse du gérant qui réalise un travail effectif. L'épouse du gérant réalise un travail effectif, donc ça répond à la condition générale en termes de rémunération. Il y a une contrepartie. Donc, c'est une charge totalement déductible, rien à corriger, rien à rectifier. Ensuite, on a le salaire de secrétaire qui n'exerce aucune fonction dans l'entreprise. Donc là, il s'agit d'une charge. Il s'agit d'une rémunération d'une personne qui ne fait pas de travail au sein de l'entreprise. Donc, elle reçoit un salaire sans contrepartie. Donc, cet élément de charge ne répond pas à la condition en termes de frais de personnel. Condition de déductibilité non remplie, je dois réintégrer cette charge, n'est-ce pas, pour 24 000 dirhams. Salaire d'un employé non déclaré. Donc, tout simplement, on est dans le cas d'une charge qui ne répond pas à la condition générale de déductibilité que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est le cas d'une charge qui n'est pas justifiée, qui n'est pas appuyée par une pièce justificative. Un employé qui n'est pas déclaré à la CNSS, donc rien ne prouve que cette personne travaille réellement au sein de l'entreprise. Parce qu'une fois qu'on intègre une entreprise, rappelez-vous, quand on avait vu, quand vous avez abordé les charges de personnel, en comptabilité générale, eh bien, la pièce justificative, c'est la déclaration CNSS. Dès qu'un employé intègre une entreprise, il faut que l'entreprise le déclare chez la CNSS, qu'il ait son immatriculation, qu'il existe un contrat de travail, etc. Donc ça, c'est les pièces justificatives, justement, qui prouvent que l'employé exerce réellement un travail dans l'entreprise. Puisqu'il n'y a pas la déclaration, donc pas de pièces, c'est une charge non déductible qu'il faut réintégrer pour 36 000 dirhams. On a des frais de formation à l'étranger des cadres de l'entreprise. Donc les frais de formation sont en profit du personnel de l'entreprise, des cadres, donc ça rentre dans l'activité. C'est des personnes qui travaillent dans l'entreprise, ils vont bénéficier d'une formation qui vont par la suite, qui va être par la suite bénéficiaire au moment de l'exercice de leur fonction. Donc il s'agit d'une charge déductible. C'est des frais pour l'intérêt des salariés de l'entreprise, donc rien à corriger. Cotisation sociale patronale des retraités, c'est une charge totalement déductible. Tout ce qui est cotisation patronale, c'est déductible. Droit d'enregistrement relatif à l'acquisition du terrain. Donc, il s'agit d'un impôt non déductible. Donc, c'est une exception. Pénalité fiscale, c'est une charge non déductible. On est dans le cas des pénalités, etc., dont j'ai parlé, les charges non courantes. Majoration de retard de paiement de la taxe urbaine, c'est également amende, pénalité, etc. C'est une charge non déductible. Je réintègre les montants. Et pénalité relative au non-respect de la réglementation des prix. Donc, il s'agit également d'une pénalité. Donc, on est dans le cas de majoration. Je réintègre la charge non déductible. Donc, rappelez-vous ces particularités qu'on va devoir revoir très souvent dans l'exercice des cas pratiques. Nous poursuivons toujours avec les autres charges externes. Nous avons tout ce qui est les loyers, redevances crédit-bail, entretien et réparation, rémunération d'intermédiaires et honoraires, les primes d'assurance, les cadeaux publicitaires, les dons, les jetons de présence, transport et déplacement. On va essayer d'analyser ces différentes charges externes parce qu'il y a des particularités, il y a des limitations, il y a des conditions pour chacune de ces charges.
Pour les loyers, par exemple, la charge, elle est déductible. Donc, remarquez, je vais mettre l'élément charge, est-ce qu'elle est déductible ou pas? Et soit je vais évoquer une exception, soit je vais évoquer une condition, soit je vais évoquer une condition et une limite. Donc, pour les loyers, eh bien, la charge, elle est déductible. Mais il y a une exception. L'exception, c'est les loyers qui sont versés d'avance à titre de garantie, ce qu'on appelle les dépôts et cautionnements. Et je viens de vous expliquer que les avances ne sont pas des charges. Les dépôts et cautionnements, c'est de l'actif immobilisé, n'est-ce pas? Donc, c'est une charge non déductible. Donc, c'est la seule exception en matière de loyer. Il faut faire attention aux loyers qu'on verse d'avance. Donc, parfois, quand on fait une location, même en tant que particulier, on verse 2 mois, 3 mois de loyer d'avance. Eh bien, ces avances sont constituées comme des dépôts et cautionnements quand on est dans le cadre d'une entreprise. Et dépôt et cautionnement, c'est de l'actif immobilisé. Donc, ce n'est pas une charge. Donc, même comptablement, c'est faux. Si jamais il s'agit d'une charge qui a été comptabilisée par le comptable, cet enregistrement comptable, il est erroné. Il faut le rectifier. Donc, les loyers d'avance sont des dépôts et cautionnements et non pas des charges. Deuxième catégorie, on a les redevances de crédit bail. Et oui, effectivement, il s'agit de charges déductibles. Les redevances crédit bail, c'est assimilé à des loyers qu'on paie chaque mois donc à la société de financement en question. Mais il y a une exception. Il faut faire attention à l'expiration du contrat de bail, c'est-à-dire à la fin, et ça on l'avait vu en matière de contrat de bail en semestre 5, le bien objet du bail qui est acquis moyennant une indemnité de rachat. Donc on paie l'indemnité de rachat à la fin du contrat, rappelez-vous, et on avait dit que l'indemnité de rachat, c'est ce qui constituait la valeur d'entrée de l'immobilisation dans l'actif de l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'indemnité de rachat, ce n'est pas une redevance. L'indemnité de rachat va être le montant ou la valeur de l'immobilisation. Donc, l'indemnité, ce n'est pas une charge. On est d'accord. Troisième élément, on a les entretiens et les réparations. Bien sûr, tout ce qui est entretien et réparation, il s'agit bien d'une charge déductible. Oui. L'exception, c'est les frais d'entretien et les réparations qui prolongent la durée probable d'utilisation d'une immobilisation. Rappelez-vous, on avait vu ça également en matière en comptabilité approfondie. Quand il s'agit de frais d'entretien ou de charges d'entretien pour mettre en fonctionnement une immobilisation en panne, eh bien, il s'agit d'une charge. Mais quand il s'agit d'entretien ou de réparation de manière à prolonger la durée de vie ou la durée d'utilisation de l'immobilisation, il s'agit d'un montant à immobiliser, donc ce n'est pas une charge. Et c'est ça l'exception dont on parle. Les frais d'entretien qui prolongent la durée de vie d'une machine, d'un matériel, etc., eh bien, il s'agit d'une immobilisation, donc c'est une charge non déductible. Les rémunérations d'intermédiaires et honoraires, c'est des charges qui sont pas déductibles. Charges non déductibles. Les primes d'assurance, oui, c'est des charges déductibles, mais il y a une exception. Les primes d'assurance vie au profit de la société. Donc, l'exception, c'est la prime d'assurance vie au profit de la société, ce n'est pas une charge déductible, tout simplement parce que quand l'entreprise paie des primes d'assurance au profit de la société, ce qu'on appelle prime assurance vie, eh bien, il s'agit d'un placement parce qu'il va régénérer des produits par la suite. N'est-ce pas? Il s'agit d'un placement financier. Donc, ce n'est pas une charge parce que tout simplement, c'est pas lié à l'activité, c'est pas lié à l'exploitation de l'entreprise. Par contre, des primes d'assurance payées pour prévenir le risque d'incendie de l'usine, par exemple, prime d'assurance au profit, prime assurance vie au profit du gérant de l'entreprise ou bien au profit du personnel de l'entreprise, c'est des charges déductibles. Donc, il faut retenir l'exception, prime assurance vie au profit de la société, ce n'est pas une charge déductible. N'est-ce pas? Et autre chose, on va le voir dans les produits, donc je vais laisser tout ce qui est produit en matière d'assurance, je vais le traiter par la suite en matière de produits. Cadeau publicitaire, eh bien oui, c'est une charge déductible, mais il faut 2 conditions. Donc là, on parle pas d'exception, mais on parle de conditions. Première condition, il faut que la valeur unitaire de ce cadeau publicitaire soit inférieure à 100 dirhams TTC.
il faut que la valeur unitaire en TTC soit inférieure à 100 dirhams. Si la valeur du cadeau dépasse 100 dirhams, on ne parle plus de cadeau publicitaire, c'est une charge non déductible. Deuxième condition, si la première elle est vérifiée, on va passer à la deuxième. Les cadeaux doivent porter le nom ou le sigle ou le logo de l'entreprise. Si le cadeau publicitaire ne comporte pas le nom ou le sigle ou le logo de l'entreprise, eh bien ce cadeau publicitaire, c'est une charge non déductible. Donc il faut obligatoirement rassembler les deux conditions. Si une des conditions n'est pas vérifiée, la charge est non déductible. Il n'y a pas de limitation. Attention, quand je dis 100 dirhams, 100 dirhams, ce n'est pas la limite. Je vais dire, je vais déduire 100 dirhams et au-delà de 100, je vais considérer comme non déductible. C'est faux. C'est une condition, ce n'est pas une limite. Faites attention en matière fiscale à faire la distinction entre une condition et une limitation fiscale. Condition, elle est nécessaire, c'est déductible ou non déductible, imposable ou non imposable. Limitation, c'est qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. C'est que je considère la déductibilité d'une partie et la non-déductibilité d'une deuxième partie. La même chose pour le côté imposable, eh bien, la limitation, ça signifie qu'une partie est imposable et l'autre partie qui est au-delà d'un plafond, au-delà d'un seuil, elle est non imposable. Donc, rappelez-vous cette distinction entre conditions et limitation fiscale. Nous arrivons aux dons. Eh bien, les dons, oui, il y a une catégorie de dons qui sont déductibles. D'accord? Il y a une catégorie de dons qui sont déductibles avec une limitation. Il y a une catégorie de dons qui ne sont pas déductibles. Et bien sûr, ces différents types de cette distinction, elle est clairement définie dans le Code général des impôts. Il y a des dons qui sont effectivement déductibles. Ce sont les dons qui sont versés au habous, dons versés à l'entraide nationale. Rappelez-vous, on est dans les charges, donc on est dans les dépenses. Donc, dons versés, non pas les dons reçus. Dons versés au habous, dons versés à l'entraide nationale, dons versés aux associations d'utilité publique, dons versés aux établissements sanitaires, culturels ou d'enseignement, et également les dons versés à quelques fondations qui sont clairement définies dans le Code général des impôts. On a également une catégorie de dons qui sont des charges déductibles avec une limitation. Il s'agit justement des dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises privées. Bien, les dons octroyés aux œuvres sociales d'une entreprise, c'est une charge déductible, mais dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans la limite de 2 pour 1000. Donc là, on est dans la condition et dans la limitation. S'il y a la condition, je vais aller voir la limitation, qui est 2 pour 1000. Quand je dis limitation, ça veut dire je vais considérer comme charge déductible uniquement maximum 2 pour 1000 du chiffre d'affaires. Tout ce qui est supérieur à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires, eh bien, je vais le réintégrer parce qu'il s'agit d'une charge non déductible. Si la condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que si les dons ne sont pas octroyés aux offres sociales d'entreprises privées, eh bien, tout simplement, je ne vais pas aller voir la limitation et je vais considérer que toute la charge elle est non déductible. En dehors de ces deux cas que je viens de citer, eh bien, tous les autres types de dons sont des charges non déductibles. Nous arrivons aux jetons de présence. Eh bien, les jetons de présence, il faut savoir qu'il s'agit de la rémunération des administrateurs dans le cadre d'une assemblée générale ou du conseil d'administration quand ils font des réunions, quand ils font leur assemblée. Eh bien, leur présence, elle est rémunérée par des jetons de présence. D'accord? C'est une rémunération. Eh bien, effectivement, cette rémunération, pourquoi ils vont se réunir? Ils vont se réunir pour prendre des décisions au profit de l'entreprise, pour revoir son activité, pour revoir son rapport, ses réalisations, etc. Pour étudier ses bénéfices et prendre des décisions. Donc, les administrateurs font un travail effectif. Donc, cette rémunération, elle est en contrepartie d'un travail réellement effectif au profit de l'entreprise et qui est lié à l'activité de l'entreprise. Donc, les jetons de présence sont des charges déductibles. À ne pas confondre avec les dividendes. Les dividendes, c'est une rémunération à partir du bénéfice réalisé de l'exercice.
Donc attention, ne pas confondre dividendes et jetons de présence. Les dividendes, par contre, ce ne sont pas des charges déductibles. Les dividendes, ce ne sont pas des charges déductibles. Faites attention et je vais expliquer ça par la suite. Les dividendes ne sont pas des charges déductibles. Nous allons prendre un cas, le cas numéro 3. On vous demande de préciser le sort fiscal des charges suivantes. Donc, on va essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir. Vous avez le cas de loyer des locaux professionnels. Regardez l'élément. Loyer des locaux professionnels. Donc, c'est une charge totalement déductible. Je paie un loyer pour les locaux professionnels de l'entreprise. Elle a loué des bureaux donc pour l'exercice de sa fonction. Donc, c'est une charge totalement déductible, aucun problème. Je passe à l'élément suivant. Loyer des locaux versés à titre de garantie. Voilà l'exception en termes de loyer. Il s'agit d'une avance, ce qu'on appelle les dépôts et cautionnements. Donc, ce n'est pas une charge. Je dois réintégrer le montant de cette dépense. Cotisation salariale de sécurité sociale. Là, je reviens pour vous rappeler les frais de personnel. Cotisation salariale. Donc, c'est un élément qui est à la charge des salariés et non à la charge de l'entreprise. Donc, c'est une charge non déductible. Redevance crédit bail. C'est une charge totalement déductible, aucun problème. On a dit le crédit bail. Regardez la suite. Indemnité de rachat du bien acquis par crédit bail. Là, il faut faire attention. Voilà l'exception en matière de redevance crédit bail. C'est l'indemnité de rachat. On a dit l'indemnité de rachat, ce n'est pas une charge déductible. C'est une charge non déductible parce que l'indemnité de rachat, c'est la valeur de l'inscription de l'immobilisation en actif. Donc, il faut réintégrer le montant de cette dépense. Rénovation d'un camion. Quand je dis rénovation, ça veut dire je vais renouveler quelque chose. Ça veut dire je vais améliorer ou augmenter sa durée de vie. Quand je dis rénover, je peux refaire la peinture, n'est-ce pas? L'objectif de la rénovation, c'est augmenter la durée de vie. Donc, chaque fois que vous voyez le mot rénovation, n'est-ce pas? C'est dans le but d'augmenter la durée de vie d'une machine, d'une immobilisation quelconque. Donc, je suis dans l'immobilisation, je ne suis pas dans les charges, je dois réintégrer le montant de cette dépense. La réparation d'une camionnette en panne. Donc là, il s'agit de frais d'entretien et de réparation pour remettre une immobilisation en fonctionnement. Donc, il s'agit d'une charge normale qui n'augmente pas la durée de vie, donc qui remet justement en fonctionnement une immobilisation. Donc, c'est une charge déductible, c'est une charge normale. Prime d'assurance d'accident de travail couvrant la période allant du 1er 10N au 39N plus 1. Remarquez là. Prime d'assurance d'accident de travail. On a dit les primes d'assurance, il n'y a pas de problème. La seule exception, c'est prime pour assurance vie au profit de la société. On n'est pas dans ce cas. On est dans le cas de prime d'assurance accident de travail. C'est une charge déductible. Mais faites attention, on vous dit que cette prime, elle a été payée et elle couvre la période allant du 1er 10N au 39N plus 1. Et nous, on est en train d'analyser l'exercice N. Donc, on a 9 mois une partie ou un prorata de 9 mois qui ne concerne pas l'exercice, qu'on appelle en matière de régularisation, ce qu'on appelle les charges constatées d'avance, n'est-ce pas? Eh bien, les charges constatées d'avance ne sont pas des charges déductibles. Ils ne sont pas rattachés à l'exercice, donc il faut absolument donc les réintégrer. Donc, je vais prendre les 9 mois, n'est-ce pas? J'ai le premier 10, premier 11, le mois 10, le mois 11 et le mois 12. J'ai 3 mois uniquement pour l'exercice. Donc, les 9 mois de l'exercice N plus 1 sont à réintégrer. Donc, on avait une charge de 12 000. Donc, 3 mois, ça fait 3 000. Donc, le reste, 3 000 qui est déductible. Donc, je dois réintégrer 9 000. C'est ce qui correspond à 9 mois justement de prime d'assurance. Ensuite, on a prime d'assurance vie contractée au profit de la société. Donc ça, c'est clair, c'est l'exception en matière de prime d'assurance.
On a dit prime d'assurance au profit de la société. Il s'agit d'un placement financier. Donc, on est dans le cas d'une charge non déductible. Je dois réintégrer le montant total de la prime d'assurance. Frais de réception d'un client étranger. Eh bien, c'est un client, il est venu, un client, il est venu de l'étranger, on l'a reçu, on a organisé peut-être une pause café, une réception, etc., à son profit. Eh bien, cette charge, il est engagée dans l'intérêt de l'entreprise pour recevoir justement ce client. Les frais de réception font partie justement des autres charges externes. C'est une charge totalement déductible. Aucune exception à faire. On a cadeau client 200 stylos portant le sigle de la société. 200 stylos portant le sigle de la société. J'ai oublié de préciser. Et dans le prix ou dans la valeur, elle est de 90 dirhams. Parce que le montant, il est de 16 000. 16 000 dirhams de charge, cadeau client, 200 stylos portant le sigle. Donc, on a dit en matière de cadeaux publicitaires, première condition, donc c'est la valeur unitaire TTC qui doit être inférieure à 100 dirhams. On vous dit que la valeur TTC elle est de 80 dirhams, donc c'est inférieur à 100. Très bien. Deuxième condition, le cadeau doit porter le logo de l'entreprise. Eh bien, c'est le cas. Donc, c'est une charge totalement déductible parce que les deux conditions sont vérifiées. Si les deux conditions ne sont pas vérifiées, on est dans le cas de ce qu'on appelle cadeau commercial et non pas cadeau publicitaire. Et les cadeaux commerciaux ne sont pas déductibles. Cadeau client, dernier élément, cadeau client, 9 disques durs portant le sigle de la société pour 9 000 dirhams. Donc, remarquez, j'ai 9 000 dirhams, 9 disques durs. Donc, 9 000 divisé par 9, ça fait 1000 dirhams par disque dur. Il porte justement le sigle de la société, mais la première condition de la valeur unitaire n'est pas vérifiée. Donc, il s'agit d'une charge non déductible. Je vais réintégrer la totalité qui est de 9 000 dirhams. Donc, vous voyez, j'ai réintégré la totalité, il n'y a pas de limite. C'est une charge totalement non déductible. Nous arrivons maintenant aux charges financières. Donc, les charges à caractère financier, on retrouve les intérêts des emprunts et dettes, c'est des charges déductibles, aucune condition, aucune limite. On a les escomptes accordés aux clients qui sont également, rappelez-vous, les escomptes qui sont des réductions financières. Donc, c'est des charges financières, charges déductibles, aucune condition ni exception. On a les pertes de change également. Donc, c'est des charges financières déductibles, aucune exception, aucune condition. Et on a les intérêts des comptes courants d'associés. Là, c'est des charges déductibles, mais il y a une condition et il y a deux limitations. Les intérêts des comptes courants d'associés, il faut comprendre ce que c'est. Eh bien, c'est le cas d'associés dans le cadre, donc les associés de l'entreprise prêtent de l'argent à l'entreprise. Et l'entreprise va rémunérer justement ses associés par le biais d'intérêts. Au lieu d'aller emprunter de l'argent chez la banque, eh bien l'entreprise emprunte de l'argent chez ses associés, chez ses propres associés. Et ces associés ces emprunts ou ces prêts auprès des associés vont générer des intérêts. Ces intérêts pour l'entreprise constituent des charges financières, ce qu'on appelle les intérêts des comptes courants d'associés. Eh bien, ces intérêts, ils sont déductibles pour l'entreprise, mais il faut respecter une condition et deux limites. La première condition, il faut que la capitale de l'entreprise soit déjà intégralement libérée. C'est normal parce que c'est pas logique que les associés n'ont pas apporté la totalité du capital et qu'ils prêtent de l'argent à l'entreprise. Ce n'est pas admissible. Donc la première condition, il faut que le capital social soit intégralement libéré. Une fois cette condition elle est vérifiée, on va passer à la première limite. La première limite qui est que la somme totale prêtée par les associés ne doit pas dépasser le capital. Elle doit être égale ou inférieure ou égale au capital social. Donc la limite, ça veut dire je n'admets comme charge déductible que les intérêts des comptes courants sur la base du total des sommes prêtées qui est inférieur ou égal au capital. Si cette limite, une fois que j'ai pris cette limite en compte, je vais passer à la deuxième limite. La deuxième limite, il faut me limiter
au taux réglementaire fixé par le ministère des Finances. C'est un taux qui est publié donc chaque année. Je ne peux pas aller au-delà parce que l'entreprise, elle peut très bien rémunérer ses associés au taux d'intérêt qu'elle veut. Supposons que le taux réglementaire il est de 6%, l'entreprise peut très bien rémunérer ses associés avec un taux d'intérêt de 10%, 12%, même 20%. Elle est libre. Mais, fiscalement parlant, les intérêts des comptes courants ne doivent pas dépasser ou ne doivent pas surpasser le taux réglementaire fixé par le ministère des Finances. On va illustrer cela par un exemple. Donc, on va prendre un cas en matière d'intérêt des comptes courants, comme ça vous allez comprendre mieux le raisonnement. Donc, la société a un capital social de 1 million intégralement libéré en 2005. Donc, ça c'est important. Donc, c'est une condition. Donc, la condition elle est vérifiée. Les intérêts servis aux associés et relatifs au compte courant sont d'un montant de 144 000 dirhams. Donc ça, c'est le montant total des intérêts comptabilisés qui sont servis aux associés. On vous dit que ces intérêts rémunèrent montant avance compte courant 1 200 000. Donc les sommes prêtées, c'est 1 200 000, ce qu'on appelle les avances en compte courant. Le taux pratiqué par l'entreprise, il est de 12%. Si vous prenez 12% multiplié par 1 200 000, vous allez retomber sur les 144 000 qui sont servis. C'est logique. Et on vous a communiqué le taux réglementaire qui est de 6%. Et on vous demande de calculer le montant des intérêts non déductibles que la société doit réintégrer. Déjà, le montant des intérêts déductibles, on a dit conditions vérifiées. On va passer à la limite. Première limite, le montant des comptes courants ne doit pas dépasser le capital. Remarquez, le montant des comptes courants, il est de 1 200 000. Le capital, il est de 1 million. Donc, le montant des sommes prêtées dépasse le capital. Donc, je vais me limiter au capital. Donc, les intérêts déductibles réellement, c'est uniquement le capital qui est de 1 million multiplié par 6%. Pourquoi 6%? J'ai respecté la deuxième limitation, qui est le taux réglementaire, parce que le taux pratiqué par l'entreprise, il est de 12%, il est supérieur au taux réglementaire. Donc, le montant des intérêts déductibles, c'est 1 million de dirhams, qui est la limite du capital, multiplié par 6%, qui est la limite du taux d'intérêt. Ça me donne 60 000 dirhams. Donc, remarquez bien la différence. J'ai 60 000 dirhams qui sont les intérêts en compte courant réellement déductibles, et j'ai 144 000 dirhams d'intérêts servis aux associés qui ont été comptabilisés. Vous voyez la différence? La différence, bien évidemment, elle est à réintégrer. 144 000 dirhams moins 60 000, ça me donne 84 000 dirhams de montant d'intérêt à réintégrer. Je prendrai un autre cas. Une société B a un capital social de 1 million de dirhams intégralement libéré en 2004. Le montant du compte courant au 31/12/2004 est de 500 000 dirhams. L'avance faite le 1er janvier 2005, elle est de 1 million. Le retrait effectué par les associés le 1er 5/2005, 600 000. Une autre avance a été faite le 1/9/2005 pour 900 000 dirhams. Aucun mouvement n'a été fait en matière de compte courant jusqu'au 31/12/2005. Le taux pratiqué, il est de 10%. Le taux réglementaire, il est de 6%. On vous demande de calculer le montant des intérêts comptabilisés d'abord. Ensuite, de calculer le montant des intérêts non déductibles qu'on va réintégrer, que la société doit réintégrer. Donc, regardez bien, j'ai laissé exprès les données à côté. Regardez, au 31/12/2004, j'avais un solde en termes de compte courant de 500 000 dirhams. Le 1er 5, le compte courant, c'est un compte de dette, n'est-ce pas? C'est un compte créditeur. C'est pourquoi je l'ai mis en crédit. Je vais mettre les éléments pour augmenter le compte courant en crédit et pour le diminuer au débit. Donc, le 1er janvier 2005, l'entreprise a reçu une nouvelle avance. Elle a une dette envers ses associés de 1 million. Donc, les associés ont prêté 1 million à l'entreprise. Ça me donne un nouveau solde de 1 500 000.
Le 1er 5 2005, les associés ont effectué un retrait. Ils ont repris 600 000 dirhams, n'est-ce pas? Donc, je dois diminuer ce montant. Ça me donne un nouveau solde de 900 000. Et le 1er 9, une nouvelle avance de 900 000. Ça me donne un solde de 1 800 000. Et ce solde n'a pas changé jusqu'au 31/12/2005. Et on me demande de calculer le montant des intérêts comptabilisés pendant l'exercice 2005. Remarquez, je vais schématiser ça par un schéma chronologique. Le 1er janvier, il y avait une avance de 500 000. J'avais un solde de départ. Puis une nouvelle avance a été apportée par les associés pour 1 million. Ça me donne un nouveau solde de 1 500 000 au 1er mai 2005. Les associés ont retiré 600 000 dirhams. Et le 1er septembre, j'ai un nouveau solde de 900 000. Les associés ont apporté encore une fois 900 000 dirhams. Et au 31/12, j'ai un nouveau solde de 1 800 000. J'ai fait exprès de schématiser ces avances et ces retraits parce que chaque période, elle va être rémunérée par des intérêts sur une base différente de la période qui suit. N'est-ce pas? Entre le 1er janvier et le 1er 5, la base de calcul des intérêts, elle est de 1 500 000. Entre le 1er 5 et le 1er 9, la base de calcul, elle est de 900 000. Entre le 1er 9 et le 31/12, ma base de calcul elle est de 1 800 000. Donc, remarquez bien. Regardez. D'abord, je vais calculer les intérêts comptabilisés. Du 1er janvier 2005 au 1er mai 2005, j'avais 1 500 000. Le taux pratiqué par l'entreprise, parce que c'est ce qui va être comptabilisé, il est de 10%. Combien de mois les associés vont être rémunérés avec ce taux sur la base de 1 500 000? Eh bien, j'ai le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Ça fait 4 mois sur 12. Ça me donne 50 000 dirhams d'intérêt à comptabiliser pendant la première période. Deuxième période, le 1er 5 2005 jusqu'au 1er 9 2005. Eh bien, la base de calcul, elle a changé. Il y a eu un retrait. Il ne me reste plus que 900 000 de montant de compte courant. 900 000 multiplié par 10%. Entre le 1er 5 et le 1er 9, j'ai encore 4 mois sur 12. Ça me donne 30 000 dirhams d'intérêt comptabilisé. La dernière période, qui est du 1er 9 2005 au 31/12 2005, j'ai un solde en compte courant de 1 800 000 dirhams. Fois 10%, fois 4 sur 12, ça me fait 60 000 dirhams d'intérêt. Donc, le total des intérêts comptabilisés en 2005, 50 000 plus 30 000 plus 60 000, ça me fait 140 000 dirhams d'intérêt compte courant comptabilisé pendant 2005. Maintenant, je vais aller calculer les intérêts fiscalement admis, ce qu'on appelle les intérêts déductibles. Je reprends les mêmes périodes, mais à quoi je vais faire attention? Je vais faire attention au taux pratiqué, n'est-ce pas? À la limite du taux, et je dois faire attention à la limite en termes de montant du compte courant pour qu'il ne dépasse pas le capital. Donc, j'ai vérifié la condition qui est le capital intégralement libéré. J'ai vérifié la première limitation et la deuxième limitation en même temps. Donc, la première limitation qui est le capital. Remarquez bien, la première période, 1 500 000, ça dépasse le capital. Donc, je vais me limiter à 1 million. Pour la deuxième période, la somme des avances, elle est de 900 000, ça ne dépasse pas le capital, je garde les 900 000. Pour la troisième période, j'ai 1 800 000, ça dépasse le capital de 1 million, je vais revenir, je retiens que 1 million. Donc, pour chacune des périodes, je me limite encore au taux réglementaire qui est de 6% au lieu de 10%. Et le prorata ne change pas. J'ai 4 mois pour chaque période, 4 mois sur 12. Ça me donne un total d'intérêt déductible pour l'année 2005 de 58 000 dirhams.
Donc, total déductible 58 000, total comptabilisé 140 000. Donc, je vais réintégrer la différence entre 140 et 58 000. Ça me fait 82 000 d'intérêts non déductibles. Donc, voilà le montant des intérêts non déductibles que l'entreprise doit réintégrer. Donc, ça, c'était un cas pour illustrer justement le cas des intérêts des comptes courants. Nous arrivons maintenant à tout ce qui est amortissement et provision. Donc, le poste 619 de votre plan comptable, eh bien, les dotations aux amortissements des immobilisations, c'est des charges déductibles, mais il y a une exception et une limitation. Donc, exception et limitation, c'est concernant les voitures de tourisme et les voitures de personnel. Eh bien, on admet la dotation d'amortissement de ces voitures, mais dans une limite de base d'amortissement de 300 000 dirhams. Donc, il faut que la valeur d'origine maximale soit de 300 000 dirhams TTC. Exception également, c'est qu'on peut retenir la date d'acquisition et non la date de mise en service pour le calcul des dotations. Donc la fiscalité nous accorde cette possibilité de retenir la date d'acquisition et non pas la date de mise en service pour le calcul des dotations. N'est-ce pas? Parce qu'en comptabilité, vous savez très bien qu'on retient la date de mise en service si elle est ultérieure à la date d'acquisition. Mais en fiscalité, on peut admettre le calcul des dotations à partir de la date d'acquisition. Pour ce qui est des dotations ou provisions pour dépréciation, eh bien, c'est des charges déductibles. On a 3 conditions et une 4e condition qui est spécifique à une catégorie de provision. Donc, la première condition, il faut que la provision soit liée à une charge. Parce que si je vous dis par exemple provision pour dépréciation des immobilisations financières, déjà c'est pas lié à une charge, c'est lié à un élément d'actif, n'est-ce pas? C'est des provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. Donc cette provision, elle n'est pas déductible, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas liée à une charge. Deuxième condition, il faut que la provision soit liée à une charge et cette charge elle-même doit être rattachée à l'exercice en cours. Cela signifie que je ne peux pas prendre en compte une dotation en provision dès l'exercice antérieur. Si jamais j'oublie de comptabiliser une dotation aux provisions ou une dotation aux amortissements, même les amortissements, hein, une dotation aux provisions de l'exercice N-1, j'ai la possibilité comptablement de faire l'enregistrement pendant l'exercice N. Et j'ai un compte spécifique qu'on appelle dotation aux provisions des exercices antérieurs. Mais la fiscalité n'admet pas la déductibilité de ce type de charge qui ne se rattache pas à l'exercice en question. Donc tout ce qui est dotation des exercices antérieurs, c'est perdu. Je n'ai pas le droit de les considérer comme charge déductible. Troisième condition, il faut que la charge elle doit être à la base déductible. Donc si je dis, rappelez-vous, on a parlé des amendes, majoration, amende, pénalité, etc. On a dit que ce n'était pas des charges déductibles, n'est-ce pas? Donc, si j'ai provision pour amende, eh bien, c'est également une charge non déductible. L'accessoire suit le principal. La charge, elle n'est pas déductible, donc la provision sur cette charge, elle est également non déductible. Et on a également une condition spécifique, c'est celle des provisions pour créances douteuses. Donc, vous vous rappelez, en matière de travaux d'inventaire, en comptabilité générale, vous avez vu les provisions pour créances clients. Eh bien, ces provisions qui sont des estimations, ils sont considérés comme déductibles que s'il y a un recours judiciaire de la part de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une action en justice. S'il n'y a pas cette action en justice, cette provision n'est pas déductible. Donc ça, c'est la condition spécifique en matière de provision pour créance. Et on a les dotations aux provisions pour risques et charges. Eh bien, c'est des charges, c'est des dotations qui sont totalement déductibles. La seule exception, c'est justement les provisions pour amende ou pénalité. J'en ai parlé parce que c'est une provision qui est déjà rattachée à une charge qui est à la base non déductible. Très bien. Nous arrivons maintenant à l'analyse des produits. Donc l'analyse des produits, j'estime qu'elle est beaucoup plus simple que celle des charges parce que les produits sont relativement moins nombreux. Eh bien, on a le chiffre d'affaires, hors taxe bien évidemment. La TVA, elle n'est pas incluse, c'est pas un produit, n'est-ce pas?
Dans le chiffre d'affaires ou dans les ventes de l'entreprise, eh bien, il faut s'assurer que les ventes sont effectivement livrées ou les services sont réellement rendus. Il faut qu'il y ait ce transfert, comme pour le cas des achats. On parle de réception ou de livraison. Pour les produits accessoires, on peut retrouver les loyers reçus. Là aussi, il faut faire attention aux loyers reçus en termes de garantie, qui sont des dépôts, n'est-ce pas? Ce n'est pas des produits. On a les transports facturés par l'entreprise, aucun problème, c'est des produits imposables. On a les commissions reçues, les jetons de présence également, aucun problème, c'est des produits imposables. Les produits financiers, on peut retrouver les gains de change qui sont des produits financiers imposables, les intérêts des placements, également des produits imposables, sauf les produits de participation. Dans les intérêts des placements, la seule exception, c'est les produits de participation. Si l'entreprise détient des titres de participation dans le capital d'une autre entreprise, eh bien les produits de ces participations, qui vont être certainement des dividendes, eh bien ces produits ne sont pas des produits imposables. On a également les subventions, donc il peut s'agir de subventions d'exploitation, de subventions d'investissement et on a finalement les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, eh bien c'est des produits qui sont réalisés, par l'entreprise et c'est des produits totalement imposables. On prend le cas numéro 5. On a, premier élément, on vous donne un certain nombre d'éléments de produits et on vous demande d'apprécier ces produits. Est-ce que c'est des produits imposables ou non imposables? Donc, si c'est des produits qui sont imposables, on va les déduire. Si c'est des produits imposables, on va faire aucune rectification. Donc, premier élément de produit, vente de marchandises, comptabilisé le 22/12/N pour 322 400 hors taxe, livré le 28/12/N. Mais la créance relative à cette vente ne sera encaissée qu'au 20 janvier N+1. Donc là, on est en face d'une vente qui a été comptabilisée. La livraison a bien été faite pendant l'exercice N, mais la créance n'a pas encore été réglée. On a dit, comme en matière d'achat, peu importe qu'il y ait règlement ou pas, si le produit a été réellement livré et réceptionné, eh bien le produit, il est imposable. Donc, je ne fais aucune rectification dans mon tableau. Deuxième élément de produit, vente de marchandises comptabilisée le 25/12/N pour 124 600 hors taxe. Le client a réglé le jour même sa créance, mais le comptable n'a pas effectué de régularisation. Donc là, remarquez bien, la livraison n'a pas été faite en N. Donc j'ai oublié de le mentionner dans l'élément. Remarquez. Deuxième élément, vente de marchandises, comptabilisé le 25/12/N. Le client a réglé le même jour, mais la livraison n'a pas été effectuée que en N+1. Le comptable n'a pas effectué de régularisation. Donc, il n'a pas fait parce que comptablement, on vous dit il n'a pas fait de régularisation parce que comptablement, c'est faux. Il fallait faire une régularisation, il s'agit d'une vente, mais client facture non encore établie. Le comptable n'a pas fait cette régularisation parce que s'il l'avait fait, il aurait fait attention et considéré cette vente comme produit non imposable, ce qui n'a pas été le cas. Donc, la livraison n'a pas été faite en N, elle a été faite qu'en N+1, donc le produit n'est pas rattaché à l'exercice, c'est un produit non imposable, on va le déduire pour 124 600. Donc, faites attention en matière de produits, on est dans le raisonnement inverse, on va déduire tout ce qui est non imposable. Troisième élément, avance de 15 000 reçue d'un client sur une commande qui ne lui sera livrée qu'en N+1. Le comptable l'a enregistré en vente. La vente, ce n'est pas une vente. La vente, ce n'est pas la classe 7. La vente, ce n'est pas un produit. Il s'agit d'une dette et non un produit. Donc, le produit, cette avance est un produit non imposable. Je vais déduire les 15 000. Ensuite, on a dividende de 123 400 reçus sur une participation au capital. Donc là, on est dans le cas d'un produit financier, mais on est dans l'exception qui est les produits de participation. Eh bien, tout ce qui est dividende,
Il ne s'agit pas d'un produit imposable, il s'agit d'un produit non imposable. Et on va le voir par la suite. On a déjà vu, il s'agit des produits, bénéfices reçus qui sont soumis à la retenue à la source. Et, et, euh, et ces types de produits, ils sont exonérés. Ce qu'on a, on parle d'abattement de 100%. Ils sont exonérés en matière de, ils sont soumis déjà à la retenue à la source et en même temps, ils sont exonérés de la retenue à la source pour 100%. Donc, on va déduire les 123 400. On a ensuite intérêts reçus des salariés sur des prêts qui lui ont été accordés par l'entreprise. Donc, c'est des intérêts, c'est des charges financières, intérêts sur des emprunts accordés, sur des prêts accordés aux associés. Donc, c'est un produit imposable, aucun problème. C'est rattaché à l'activité. Et on a finalement des gains de change constatés lors des règlements des dettes en devises. Gain de change, c'est un produit financier, aucun problème à souligner. Donc ça, c'était le chapitre impôt sur les sociétés, spécialement la partie relative à la définition de la base imposable ou à la détermination de ce qu'on appelle le résultat fiscal. Maintenant, je vous invite à travailler la série d'exercices qui vous a été transmise sur la plateforme.